L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Barony. Barony est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus. Barony est un jeu de contrôle de territoire où on va venir chercher les ressources de chaque territoire pour acquérir des points. On va essayer également de bloquer nos adversaires en plaçant nos chevaliers, nos villages, nos châteaux, de façon à prendre de l'expansion sur la carte et de bloquer les autres joueurs. Un peu comme un Small World sans la symétrie, Barony offre beaucoup d'interactions. Comme d'habitude, on va voir les règles, ensuite je reviens avec mon avis. Pour la mise en place de Barony, on va venir prendre des tuiles comme ça dans la boîte, on va en prendre 9 par joueur, donc ici j'ai une partie 2 joueurs, j'ai donc pris 18 tuiles que j'ai mis au hasard comme ça pour constituer le plateau. Ensuite, on va venir prendre la piste de score comme ça ici, on va venir mettre les jetons ronds comme ça là, sur le 0 pour tout le monde pour débuter la partie. Comme ceci. Ensuite, dans l'ordre du tour qu'on aura déterminé à l'avance, on va venir prendre chacun son tour, un château et un chevalier et venir les placer sur le plateau pour faire notre emplacement de départ. Donc, ici, le joueur jaune, ensuite ce sera au joueur rouge, puis encore au joueur rouge, puis au joueur jaune. Dans le fond, ici, c'est une partie à 2. Si on serait 3 ou 4, ça ferait joueur 1, joueur 2, joueur 3, par exemple, et joueur 3, joueur 2, joueur 1, pour que le premier joueur ait le meilleur choix, mais le moins bon à la fin, et ainsi de suite. Donc, quelques règles pour le placement de départ de notre château. On pourra le placer sur un champ, sur une vallée et une montagne, mais il ne sera pas possible de ne le placer soit dans l'eau ou dans une forêt. Donc, quelques règles de restriction pour la pose des premiers châteaux comme ça ici. Il sera possible seulement de les placer sur les montagnes, les champs ou les clairières comme ça ici. Il ne sera pas possible de le placer dans l'eau ou dans une forêt. Il sera possible de le placer si la case comme ça est vide ou qu'il n'y a pas déjà un château comme par ici. Si maintenant il y aurait le château rouge, ben, je ne peux pas le placer là. Je serais adjacent. Donc si j'aurais été le deuxième joueur à me placer, qui avait déjà un château et un chevalier ici, j'aurais pas pu me placer ici. Il aurait fallu que je me place soit là ou... Il faut que je laisse toujours une case de libre entre moi et mon adversaire dans le placement initial. Ensuite, chaque joueur en début de partie s'est fait donner son... disons son kit de chevalier, donc qui a une coupe de château, des forteresses et tout ce qu'il a besoin pour jouer les chevaliers. Et également un aide de jeu qui va venir ici résumer les 6 actions possibles durant la partie. Donc, pour un tour, ça sera simple. Un joueur choisira une des 6 actions possibles, l'effectuera, puis ce sera au tour du joueur suivant. Donc, la première action est le recrutement. Donc, le recrutement, comment ça fonctionne? Si, par exemple, mon joueur jaune veut recruter, il aura le droit de mettre jusqu'à 2 chevaliers supplémentaires à côté d'une de ces cités. Donc, les cités qui sont ces espèces de gros châteaux-là. Donc, je pourrais venir placer 2 nouveaux chevaliers ici. Également, à noter que le placement de début de partie est quand même important dû au fait que les points d'eau vont donner un bonus à nos cités qui nous permettra de placer à notre tour, si on fait l'action de recrutement, de venir placer 3 chevaliers plutôt que 2. Donc, sur ça, la petite aide de jeu est géniale. On a ici, si je peux réussir à l'avoir, bon. Donc, l'action 1 nous permet de placer 2 chevaliers sur une cité ou 3 si on est à côté d'un point d'eau. À noter pour le recrutement que si jamais on n'a plus aucun chevalier, qu'ils sont tous sur le plateau, donc on ne peut pas utiliser cette action-là. La deuxième action possible est le déplacement, donc quelques points de règle à souligner pour un déplacement. La première qui est logique, on ne peut pas déplacer un chevalier sur un point d'eau, donc ça c'est plutôt facile à se souvenir. On ne peut pas déplacer un chevalier sur une cité adverse, donc les gros bâtiments comme ça nous bloquent, on ne peut pas déplacer sur une cité. Également, si par exemple le joueur rouge veut se déplacer ici, il ne peut pas non plus. Les forteresses, ces espèces de petits châteaux comme ça ici, bloquent carrément le passage d'une unité adverse sur une tuile, comme ça ici. Pas une tuile, excusez-moi, mais un hexagone. Également, on ne peut pas déplacer un chevalier où il y en a déjà 2 adverses. Donc,
c'est impossible. Ou si on a un village, qui sont ces espèces de petites maisons-là ici, et un chevalier, on a le même principe. Donc, s'il y a un village et un chevalier, ou deux chevaliers, le même principe, on ne peut pas se déplacer sur cette case-là. Également, un autre point ici à surveiller, si jamais un village ou un chevalier est sur une montagne, la montagne vient comme s'additionner, donc je ne peux pas me déplacer ici. C'est comme si le chevalier comptait double sur une montagne. Même chose pour les villages, si le village est sur une montagne, c'est comme s'il comptait double, donc on ne peut pas aller sur cette place-là. Pour ce qui est des déplacements, on aura le droit de déplacer deux unités indépendamment dans le même tour, donc je pourrais déplacer celui-là ici et celui-là ici. Ou n'importe quelle combinaison, je peux en prendre deux sur la même tuile et les déplacer comme ça, ou les prendre les deux sur la même tuile puis les déplacer indépendamment comme ça ici. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les déplacements. Également, qui dit déplacement, dit conflit. Donc, si jamais je déplace deux chevaliers sur une case où il y en a seulement un, je vais venir le remettre dans la réserve du joueur. Il a perdu un chevalier. Si jamais je déplace un chevalier sur une case où il y a un chevalier, il n'y a pas de problème. Deux chevaliers comme ça adverses peuvent cohabiter. Si jamais plus tard un deuxième chevalier ici rouge viendrait sur une case où il y a seulement un jaune, le jaune sera encore une fois retourné dans la réserve. Également, la façon de faire des points ici, si deux chevaliers se ramassent sur un village adverse, il va venir ici le détruire, puis va venir chercher la récompense. Donc ici, on a un terrain, une espèce de plaine. Donc, si je détruis un village, j'aurai le droit de prendre un jeton ici, comme ça, qui me donnera des points de victoire ou des titres de noblesse selon le chiffre. Je vais vous revenir avec ça tout à l'heure pour les décomptes de points. Encore une fois, l'action 2 est bien résumée. On va pouvoir déplacer deux chevaliers, donc jamais le même deux fois. On ne pourra pas passer sur les cités, les forteresses. On ne pourra pas aller sur une case où il y a déjà un chevalier et un village ou deux chevaliers. Si jamais il y a un village sur une montagne ou un chevalier sur une montagne, à ce moment-là, c'est comme s'il comptait double, donc on ne peut pas y aller. Même chose si c'est un point d'eau, notre chevalier ne pourra pas y aller. Également ici, on dit si on a deux chevaliers contre un adversaire, on va le retirer. Si on a un village et un chevalier contre un adversaire, on va également le retirer et le remettre dans sa réserve. Ici aussi, on le remet dans la réserve. Même chose ici, deux chevaliers. Sur un village adverse, on va le retirer et le remettre dans sa réserve et prendre le point de victoire correspondant au terrain où on a conquis le village. Donc, il y a des petits marqueurs pour toutes les sortes de terrains, comme ça ici, la montagne, les forêts, et ainsi de suite. Donc, la troisième action possible sera de construire soit un village ou une forteresse, les petits châteaux comme ça, sur le plateau. Donc, on va enlever un de nos chevaliers et le remplacer par le jeton qu'on veut avoir, donc une forteresse ou un village. Il ne sera pas permis de le faire si, par exemple, j'avais un chevalier ici et que mon adversaire en avait un également. Donc, tant qu'il y a un ennemi sur la même case que moi, je ne peux pas venir construire sur cette case-là. Également, ici, je ne peux pas venir construire un nouveau village puisque j'ai déjà une cité en place, donc on ne peut pas. Si jamais j'avais deux chevaliers sur la même case, je peux venir en enlever un ou deux si ça m'arrange de me récupérer des chevaliers pour venir placer mon village. Si je construis un village ou une forteresse, je vais également recevoir un jeton de points de victoire du type de terrain où j'ai bâti. Donc, comme pour toutes les autres actions, elle est bien résumée ici. On ne peut pas construire s'il y a déjà un chevalier, une forteresse, un village ou une cité. En fond, un chevalier deviendra soit un village ou une forteresse et on prendra ici le pion récompense selon le type de terrain où on construit notre cité. La cinquième action possible est de construire une nouvelle cité, donc un nouvel endroit où on pourra avoir des chevaliers. Donc les restrictions pour poser une cité sont assez simples aussi. On devra remplacer un de nos villages par une cité. On ne pourra pas remplacer un village qui est dans le bois, donc on ne pourra pas venir placer la cité à la place de ce village-là, puisqu'il est dans le bois, dans la forêt. On ne pourra pas remplacer non plus celui-là ici, parce qu'il est déjà adjacent à une cité. Donc si j'ai
une cité adverse ou même une de mes propres cités. Je ne peux pas en avoir une adjacente tout de suite à côté. Donc, le seul candidat possible pour moi dans cette configuration-là, ce serait celle-là ici, parce qu'elle n'est ni dans la forêt, ni adjacente déjà à une autre cité. Il n'y a pas non plus de chevalier adverse sur la tuile, donc je peux venir enlever mon village et construire ma cité. Lorsqu'on construit une cité, on va faire automatiquement 10 points de victoire. Donc, on va venir ajuster son pion, comme ça ici. Donc, quand je fais 10 points de victoire, je viens descendre d'un palier mon jeton sur la piste de points de victoire. Comme pour les autres, on aura ici le résumé de l'action numéro 4. Donc, je changerai un village en cité s'il n'est pas adjacent à une autre cité, si ce n'est pas une forêt et qu'il n'y a pas de chevalier adverse sur la tuile, et je viendrai faire 10 points en descendant mon jeton d'une ligne. La cinquième action possible sera de faire une expédition. Donc l'expédition, c'est fort simple. On va prendre 2 chevaliers, dont un qu'on va retirer de notre réserve pour le reste de la partie. On va littéralement le perdre pour la partie. L'autre, on va avoir le droit de le faire entrer sur le plateau sur tous les cases du pourtour, excepté si les cases d'eau ou une case déjà occupée par un bâtiment ou un chevalier. Donc, je pourrais le placer ici et venir m'étendre là, un endroit où j'aurais pu accès à traverser au fil de la partie parce qu'un joueur aurait pu mettre des forteresses ou des chevaliers qui m'empêcheraient de passer. Donc, comme ça, je pourrais venir rechercher un emplacement qui ne me serait pas accessible autrement. Comme pour toutes les autres actions, on a ici, on se défait d'un chevalier pour la partie pour placer un chevalier sur le tour du plateau. Il y a juste le fait que on ne peut pas le placer où ce qu'un chevalier ou un bâtiment adverse. C'est seulement dans les règles que c'est écrit. Donc même, j'ai fait une petite erreur, c'est pas adverse, c'est un bâtiment tout court ou un chevalier tout court. Donc si moi j'en ai déjà un, je ne peux pas venir placer sur cet hexagone-là qui est sur le pourtour. Là. La dernière action sera d'échanger des pions que j'ai déjà amassés au cours de la partie. Je devrais avoir un total de 15 ou plus. Donc, à noter que là, par exemple, j'ai 4 x 4, donc 16 points de victoire. Ça prend 15. On peut le faire si on a 16, mais on va perdre un point. On n'aura pas permets-toi l'expression, le change de ça. Donc, je vais venir replacer dans la réserve ces 4 pions-là. Puis, au lieu de descendre mon pion d'un étage, je vais venir le tasser comme ça ici. Donc, 10 à 25, j'ai fait mes 15 points. Donc, ça conclut mon tour et on passe au suivant. Durant la partie, on va avoir sûrement des jetons qu'on ne pourra pas venir convertir comme ça en 15 points. Donc, ici, on va venir en fin de partie faire seulement les points en argent. Donc, les points or seront utilisés pour les convertir, pour faire les 15 points sur le plateau. Mais en fin de partie, on aura quand même des points moins importants, mais quand même pour les jetons qu'on n'aura pas réussi à convertir. Donc, on va enchaîner comme ça les tours 1 à 1 en choisissant toujours une seule action des 6 disponibles afin d'augmenter ses points sur la piste de score quand un joueur deviendra duc. Donc, il ira dans la dernière colonne où on a le 60, 70 et 80 points. Chaque joueur va terminer le tour en cours et faire ses points. Ensuite, on va calculer les points de victoire en gris sur les jetons restants de chaque joueur. Si jamais on a l'égalité, le joueur qui est dernier sera le gagnant. Donc, si on a une partie à 3, le troisième joueur sera gagnant s'il est égal, par exemple, avec le premier joueur ou le deuxième. Donc, comme d'habitude, côté règles, super bien faites les règles, très bien illustrées. On peut quasiment apprendre à jouer juste en regardant les dessins. Si jamais vous avez un blanc durant la partie, faites juste ouvrir le livre et regardez visuellement. C'est très facile de se souvenir des règles, c'est très visuel. Parlant des règles, si jamais vous voulez savoir quoi faire pendant votre tour, il y a un aide de jeu cartonné ici avec toutes les actions possibles durant votre tour. À première vue, ça a l'air un peu fouillis, mais aussitôt qu'on a compris le jeu, ça devient très très clair, c'est très bien fait. Pour constituer le plateau de jeu un peu à la Talouva, on a des espèces de tuiles comme ça ici qui va dépendre en nombre selon le nombre de joueurs qu'on est. Donc, en plus de jamais avoir la même configuration, on aura toujours la même tension selon le nombre de joueurs parce qu'on va agrandir ou rapetisser le plateau de jeu. On va aussi avoir des jetons ici comme ça qui représentent les points de victoire et en même temps les ressources qu'on va acquérir. Parce que dans le fond, les ressources, c'est les points de victoire, de bonne qualité aussi. Ensuite, chaque joueur va avoir à sa couleur une panoplie de petites maisons comme ça, pas des maisons, des châteaux, excusez-moi, et des chevaliers comme ça ici à sa couleur.
Donc thématiquement, c'est très joli. Côté positif, le jeu s'apprend très vite à jouer. 5-10 minutes, tous vos joueurs sont prêts à partir, on donne le matériel, c'est un départ. Aussi, le matériel est de bonne qualité, ça aide à aider et à embarquer dans la partie. Les parties sont pas trop longues non plus, on s'ennuie pas, ça passe vite d'un joueur à l'autre, c'est très fluide. On a juste le temps de penser un peu à ce qu'on veut faire, puis c'est déjà à nous de jouer, ça c'est bien vu. Petit point négatif, c'est nous qui allons choisir notre emplacement de départ, et certains emplacements sont vraiment plus intéressants que d'autres. Des joueurs qui ont joué 2-3 parties versus des joueurs qui ont joué peut-être une partie ou aucune vont comme avoir un petit désavantage parce qu'ils vont sûrement choisir un emplacement de départ plus hasard que les autres joueurs. Donc, Barony est un jeu que j'apprécie et que je recommande à ceux qui aiment les jeux de contrôle de territoire où il n'y a ni dés ni chance au menu, sans même avoir d'asymétrie. C'est vraiment de la tactique pure et dure. Donc, pour ceux qui aiment ce type de jeu-là, vous allez vraiment apprécier ce jeu. Une fois de plus, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à la partager, la liker. Allez nous suivre sur Facebook, sur YouTube, de vous abonner à la chaîne, d'aller faire un tour sur passionboardgame.com. Et je vous dis un grand merci et à la prochaine.